Bonjour à toutes et à tous, donc meilleurs vœux. Nous allons commencer ce webinaire et je vais d'abord présenter trois intervenants et après passer la parole au président du FONGEP, Patrick Chenu. Donc, on va présenter les trois co-intervenants. Donc, Nouria Dutomé Saoudi, délégué général du FONGEP. Je passe Pascal la parole. Desclos, Pascal Desclos, consultant, fondateur de l'agence Valoremis, qui va se consacrer avant tout aux rencontres, à la médiation et au transfert, à la capitalisation. On aura le temps d'y revenir. Ensuite, Yann Gaël. Et Yann Gaël Fourquier, consultant également, le binôme de Pascal Desclos sur cette démarche de recherche. Voilà. Et enfin, Patrick. Bonjour à toutes et à tous, donc Patrick Chenu, président du FONGEP au titre du collège associatif. Voilà. Et donc, nous allons commencer le déroulé de notre webinaire par une intervention du président du FONGEP. À vous, Monsieur Chenu. Merci Madame la déléguée générale. Bonjour à toutes et à tous. Comme il est d'usage en cette saison, permettez-moi de présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 au nom du conseil d'administration du FONGEP. Et peut-être voilà, avant de vous laisser entre de bonnes mains, hein, vous avez pu entendre notre délégué général, Nouria Dutomé Saoudi, Yann Gaël Fourquier et Pascal Desclos, qui vont nous accompagner tout au long de ce processus, hein, sur ce chantier ambitieux que nous avons souhaité lancer à partir de cette année 2024 sur l'évaluation. On va vous dire quelques mots, un peu d'où vient finalement cette idée du FONGEP de vouloir travailler la question de l'évaluation des actions, de l'évaluation des projets des associations de jeunesse et d'éducation populaire, et plus particulièrement de la construction d'une évaluation partagée entre pouvoirs publics et acteurs associatifs. Pour un certain nombre d'entre vous, vous le savez sans doute, depuis 2017, le FONGEP s'est attaché à travailler, à mettre en lumière et finalement quasiment à contribuer à structurer un champ autour des modèles socio-économiques associatifs. On s'était rendu compte à l'époque que dans une période où on pouvait craindre la raréfaction des moyens publics ou en tout cas le changement des modalités de leur attribution, peut-être des risques aussi qui pesaient sur les associations contre la marchandisation d'un secteur. Euh, des difficultés économiques vécues par les associations de jeunesse en éducation populaire. Nous étions finalement collectivement, pouvoir public et associations, assez mal outillés, assez mal équipés pour décrire les modèles socio-économiques des associations. Et on avait trop souvent tendance à vouloir plaquer les modèles de l'entreprise privée marchande sur nos associations, qui étaient finalement assez peu adaptées à rendre compte de la réalité de leur pratique. Et c'est pourquoi le FONGEP, que je vous rappelle, est co-géré, hein, entre acteurs institutionnels, donc notamment direction des directions centrales des ministères partenaires, mais aussi associations représentant les collectivités, régions de France, départements de France et l'association des maires de France, et un collège associatif. C'est pleinement saisi de cette question et a lancé un chantier ambitieux pour accompagner des équipes de chercheurs et des acteurs du secteur sur une réflexion sur ces modèles socio-économiques associatifs, qui, comme je le disais au début de mon intervention, a finalement créé un certain nombre de typologies, a posé un certain nombre de bases. Et on peut dire qu'entre 2017 et 2023, le champ de la recherche sur les modèles socio-économiques associatifs n'est plus le même. Et qu'aujourd'hui, ces questions irriguent les réflexions aussi bien des acteurs associatifs que nous sommes que de l'ensemble des pouvoirs publics. Et pour cela, on avait fait le choix de travailler effectivement des attelages, hein, entre des chercheurs et des acteurs associatifs. Un travail au long cours, hein. Il a duré effectivement 6 ans et nous venons de le conclure, si j'ose dire là, parce que vous aurez le plaisir de découvrir dans quelques semaines notre dernier guide qui porte sur les modèles socio-économiques associatifs. Et nous aurons le plaisir, pour les 60 ans du FONGEP, le 29 février prochain, de partager avec vous le KIP GEP Ambition, qui est un outil qui permet à toutes et à tous, à chacune et chacun dans son association, à chaque partenaire,
de se voir guidé, je dirais un peu pris par la main pour être en capacité de construire un chemin pour mettre en délibération finalement le modèle socio-économique de son association. Et parmi les résultats de ces travaux sur les modèles socio-économiques, on a pu en mesurer un certain nombre. Et finalement, ce qui est ressorti le plus, on s'est collectivement entendu pour dire que finalement, un modèle socio-économique associatif, il reposait bien évidemment sur des leviers financiers, mais pas que, mais aussi sur la singularité des richesses humaines de nos associations et aussi sur tous les enjeux d'alliance ou de coopération territoriale entre acteurs. Et parmi les chercheurs qui avaient travaillé sur ces éléments-là, on a été particulièrement touchés par des retours que nous faisaient finalement aussi, je pense, au groupe d'Athémis qui nous disait un des enjeux de ces travaux, finalement, c'est une capacité à décrire ce que vous faites, vous, les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Parce que trop souvent, on a le sentiment, quand on est un acteur associatif, d'être mal compris, d'être pas en capacité finalement de donner à voir la globalité de ce qui est produit, la profondeur de l'action. Et quand on est une collectivité, quand on est une administration déconcentrée ou une administration centrale, on se rend assez vite compte que ce qui est travaillé par les partenaires associatifs sont finalement des réalités extrêmement complexes et parfois difficiles à saisir. Et pour échanger assez régulièrement, aussi bien avec des acteurs associatifs qu'avec des agents de l'État ou des collectivités, on sent bien qu'on est assez mal outillé d'un côté quand on est un acteur associatif pour donner à voir, faire comprendre finalement la réalité de ces actions et ce qu'elles produisent, je dirais, en termes d'enjeux éducatifs, d'actions, de conséquences positives sur les territoires. Et de l'autre, quand on est issu d'une collectivité, d'un service public et qui soutient ces acteurs associatifs et qui défend la nécessité de leur action, ben, on est assez mal outillé pour mener ce devoir légitime de contrôle de l'usage des moyens publics. C'est ce qui nous a fait dire qu'au niveau du FONJEP, qui est un espace assez singulier, parce que le FONJEP, c'est un espace de coopération entre acteurs, je vous le disais, associatifs et pouvoirs publics, mais c'est avant tout un espace de confiance aussi. C'est un espace dans lequel nous sommes en capacité de travailler ensemble des objets communs. On s'est dit que c'était peut-être un espace privilégié pour pouvoir mettre sur le métier cette question qui finalement irrigue depuis assez longtemps les réflexions à la fois des pouvoirs publics et des acteurs associatifs, qui est celle de l'évaluation. Parce que trop souvent, l'évaluation est vécue par les acteurs associatifs comme une contrainte, un peu repoussoir, il faut le dire aussi, hein, où on se dit, bah, si je ne réussis pas bien cette évaluation, je ne vais peut-être pas avoir voilà, les moyens. C'est un peu ce qu'on fait à la fin quand on a rempli le CERFA ou le dossier de demande de subvention. Et aller, c'est pas bien évidemment ce que je dis et fait office d'affreuse généralité, mais c'est pas forcément ce à quoi on consacre le plus de temps quand on pense à un projet, parce que les associations de discussion populaire sont avant tout des associations tournées vers le faire et vers l'action. Et on s'est dit qu'il y avait sans doute à utiliser effectivement cette capacité de créer des espaces de confiance pour mettre en travail ensemble des acteurs associatifs, les chercheurs et les pouvoirs publics qui les soutiennent et qui les financent, pour construire ensemble non pas des modalités d'une évaluation que nous serions en capacité de décliner partout, mais en tout cas de donner des pistes, de tracer des chemins, de dire aussi peut-être ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment faut-il s'y prendre, comment peut-on finalement imaginer la construction d'une évaluation qui soit respectueuse du sens, respectueuse du fond, parce que l'époque appelle avant tout à des actions qui aient du sens et qui en même temps permettent à nos partenaires publics de mesurer, de comprendre et de donner à voir ce qu'ils soutiennent. Je terminerai là-dessus pour dire que vous allez pouvoir échanger, débattre et essayer peut-être de mieux comprendre la manière dont nous pensons ça, mais peut-être donner deux points d'attention par rapport à ça. Le premier, c'est que quand je dis ce qui fait la caractéristique du FONJEP, c'est un espace de travail et un espace de confiance, ben, ça va nécessiter, et c'est le choix qu'on a fait dans l'appel qui a été lancé et où le fait que vous soyez plus de 200 personnes présentes autour de cet écran, je pense, qualifie quelque part l'intuition qu'on a eue. C'est un enjeu pour nous aujourd'hui. Ça va être de réussir à créer des binômes ou des trinômes, en tout cas, d'acteurs qui se font confiance.
C'est-à-dire qu'il va falloir assumer pour construire ensemble les modalités d'une évaluation respectueuse des projets associatifs et qui outille sincèrement les pouvoirs publics. Il va falloir accepter, pardonnez-moi cette expression, mais de se déshabiller un peu, quoi. Il va falloir accepter de partager des éléments de connaissance, de compréhension. Et c'est un partenariat au long cours auquel on vous invite. C'est 2 années de travaux, on s'est donné, cette échéance-là. Et le FONGEP a essayé de mettre et les moyens et les conditions qui permettent à l'ensemble des acteurs de s'engager durablement pour la réussite de ce projet. Et je reprendrai peut-être quelques mots. Quand on dit évaluation, ça vient du mot valor, et valor en latin, ça veut dire force. Et je crois que porter un projet aujourd'hui sur l'évaluation, c'est assumer collectivement de donner la force nécessaire à nos projets d'éducation populaire qui seront sans doute quelque part en capacité de contribuer à répondre aux enjeux de ce 21e siècle. Je vous remercie et je vous laisse entre les mains de Yann Gaël, Pascal et Nouria. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je ne pourrai pas rester sur la globalité de ce webinaire. Merci Patrick. Donc on va passer la parole à Yann Gaël qui ouvre ou Pascal? Plutôt Pascal. Plutôt Oui, Pascal. absolument. À travers, hop, hop, hop. Oh, alors, nous sommes sur la 6, excusez-moi. À travers cette ambitieuse démarche, donc, comme vous le disiez très, très bien, Patrick, tout de suite, le FONGEP, vous l'aurez compris, souhaite donc impulser des travaux de recherche. Alors, pour vous permettre demain et permettre au binôme ou au trinôme que vous allez composer à travers votre candidature, qui vous permettent d'outiller demain vous-même, votre association ou également votre partenaire, financeur, pouvoir public quel qu'il soit, qui vous finance, mais qui vous accompagne aussi, afin évidemment de poursuivre votre travail de conception, d'animation et de déploiement d'un processus évaluatif dont la démarche comptera autant évidemment que les résultats. Des processus évaluatifs qui ne sont pas normatifs a priori, bien évidemment, puisqu'il s'agit de rentrer dans une dynamique de recherche et donc de recherche aussi à caractère participatif, qui soit adaptée à votre contexte, à votre situation, respectueuse, comme le disait tout de suite Patrick, de la place de chacun, des binômes et des trinômes que vous allez composer, qui vous permettront justement peut-être durant ces 2 ans, on l'espère, de pouvoir renforcer votre espace et votre dynamique de dialogue. Et le tout, évidemment, vous permettant d'éclairer utilement le débat public demain sur vos territoires, quels qu'ils soient. On reviendra là-dessus, entre le local et le régional, le départemental, le national. Afin que les décideurs, mais aussi le grand public, les bénéficiaires, les usagers, puissent demain comprendre, percevoir les impacts, la création de valeur qui sont les vôtres, qui sont la vôtre, pardon, autour des différentes actions que vous conduisez sur les territoires. Alors, un petit propos quand même peut-être de vigilance, aucun financement de poste FONGEP, mais un financement possible au titre de la participation pendant 24 mois à l'expérimentation de ce processus évaluatif co-construit avec des équipes de recherche, mais on reviendra plus en détail là-dessus. Peut-être, Nouria, veux-tu préciser quelques points sur ce dernier point, d'ailleurs, sur les financements des postes FONGEP? Sur les financements des postes FONGEP, c'était juste préciser Voilà. que justement, c'est un appel à candidature qui n'a rien à voir avec les postes FONGEP, hein. On est bien sur la contribution à l'expérimentation adossée à un pouvoir public, en accompagnement avec une équipe de chercheurs. Et c'est bien ce temps de travail qui est pris en charge à hauteur de 5 000 € pour la première année, 5 000 € pour la deuxième année, en sachant que ces financements sont à destination des associations locales, départementales et régionales, et que les associations nationales qui participent à l'expérimentation n'ouvrent pas droit à rémunération. Voilà pour ces petites précisions financières. Oui. Yann Gaël. Oui. Du coup, on a essayé, et on excuse Florian Crevelli qui pouvait pas être avec nous cet après-midi, délégué général de l'Institut du monde associatif. Essayer de préciser du coup ce que sont les intentions du point de vue de la recherche. Et c'est important de partager ces éléments-là avec vous, puisque l'idée, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ensuite, c'est bien une recherche
qui nécessite d'avoir des acteurs de terrain engagés et qui vont co-construire avec ces équipes de recherche des processus évaluatifs un peu différents au regard effectivement de ce que présentait en introduction Patrick. Premier élément, c'est sans doute d'imaginer et de penser les processus évaluatifs un peu différemment de la manière dont ils ont été conçus jusqu'ici, au moins pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire, en les considérant vraiment comme des démarches stratégiques et délibératives, pour le coup, et le et est important, et qui permettent du coup d'aller rechercher et de révéler la valeur des actions qui sont conduites. En partant d'un premier postulat qui consiste à dire que on s'est beaucoup interrogé et l'évaluation s'est beaucoup centrée sur l'utilité, l'impact, mais finalement, la question de la valeur est certainement un peu plus large que la question du seul impact, c'est-à-dire il ne s'agit pas uniquement de regarder ce qui se transforme ou ce que cela produit in fine à terme, une action associative, mais bien de regarder ce qu'elle embarque dans la manière dont elle est conçue, dans la manière dont sont identifiés les besoins auxquels elle est censée répondre. Et du coup, les enjeux de transformation ne sont qu'un des éléments à l'échelle qui sera regardé plutôt que de se concentrer uniquement voilà. Soit en résumé, pour faire court, soit effectivement on s'attache, et la logique d'impact est plutôt réductrice de ce point de vue-là, à la transformation, soit effectivement on essaye d'approcher le processus dans son ensemble, et la valeur est certainement une manière d'appréhender ce qui se joue de manière un peu plus large et un peu plus intéressante. Troisième élément important, et du coup la révélation de la valeur va être un sujet assez central, de savoir où elle se loge, où elle se situe, du processus amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire de l'analyse du besoin jusqu'à la transformation qui peut s'opérer suite à l'action associative engagée. La question des apprentissages va être un élément important, c'est-à-dire que c'est autant d'occasions que de pouvoir discuter de ce que l'on fait, la manière dont on le fait, de ce que cela produit. Et en ce sens, le processus évaluatif, il doit permettre effectivement d'être sur cette logique-là, plutôt que d'être sur une logique telle qu'on l'a, plus normative et certainement davantage centrée sur une approche, ou du moins sur une représentation évaluation-sanction. L'objectif, ça va être véritablement de pouvoir faire office de révélateur et de partager ce qui se révèle tout au long de la mise en œuvre de l'expérimentation. Et puis, dernier élément, c'est dans quelle mesure, effectivement, ces processus évaluatifs, ils permettent de construire collectivement des stratégies, c'est-à-dire de penser des améliorations, d'autres manières éventuellement d'attaquer les sujets pour gagner, là aussi, en maîtrise, en efficacité. Ce n'est pas nécessairement un gros mot, au regard effectivement des moyens mis à disposition, mais dans une logique qui consiste effectivement à en tirer un bénéfice maximal pour l'ensemble des parties prenantes, et pas uniquement à répondre à une injonction de le meilleur rapport coût-efficacité, pour faire court. Alors, pour poursuivre, comme le dit Yann Gaël, et comme l'avait déjà très bien indiqué Patrick, évaluation égale sens. Et du coup, quand vous regardez le deuxième point, on est bien dans une dynamique de co-construction de connaissances, grâce évidemment à l'appareillage qui sera effectué avec vous, acteurs associatifs et pouvoirs publics. Il s'agira dans cet appareillage de se donner les conditions de co-construire de la connaissance et de redéfinir ensemble peut-être cette notion de valeur dont on pourrait très bien se dire aujourd'hui qu'elle consisterait par exemple à mettre en lumière ce que les contributions de chaque acteur sur un territoire, toutes les parties prenantes qui contribuent au bout du bout à l'amélioration du vivre ensemble, à la cohésion d'un territoire, à l'émancipation des individus, qu'ils soient salariés, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient, comment dirais-je, usagers, bénéficiaires. Autrement dit, la notion de valeur sera un objet que l'on essaiera de définir ensemble.
Et comme le disait également tout à l'heure Patrick dans la présentation, l'intérêt également est peut-être de se départir aussi de la logique actuelle, des logiques actuelles de l'État ou du marché concurrentiel, du marché privé, qui peut-être sont des modèles dans lesquels nous-mêmes, nous pouvons nous enfermer peut-être un peu trop vite et qui, du coup, impactent peut-être la raison d'être et la spécificité associative et partenariale qui sont les nôtres. L'enjeu également dans ce renforcement d'une connaissance partagée autour de la valeur, c'est peut-être de mieux documenter et se documenter soi-même quant à la fonction sociopolitique associative qui est la nôtre en tant qu'association, mais association travaillant avec des financeurs, évidemment pouvoir public, et histoire peut-être aussi de remettre en lumière en quoi les acteurs sociaux que nous sommes sur un territoire nécessitent, pour répondre aux enjeux évidemment sociétaux, eh bien, nécessitent de se réinterroger peut-être sur la place de chacun, la gouvernance de chacun. Autant de questions qui seront sans doute mises en lumière, et je n'en doute pas, durant ces 2 ans d'expérimentation. L'enjeu, évidemment, vous l'aurez compris en 3e point, c'est également de qualifier et de valoriser la capacité d'innovation associative qui sera révélée grâce à cette recherche participative. Et enfin, 3e point, mais ce n'est pas le 3e en fait, c'est systémique, hein, il n'y a pas d'ordre évidemment dans ces 3 points-là, c'est renforcer votre outillage intellectuel et stratégique, et on aurait même pu rajouter et opérationnel, pour un meilleur pilotage de votre propre modèle socio-économique demain et du coup, évidemment, pour une meilleure appréhension et maîtrise de la valeur que vous comptez, créer grâce à l'ensemble de vos actions éducatives, pardonnez-moi, de votre action associative. Alors, outillage intellectuel et stratégique, évidemment, cela fait référence à la fois à des concepts pour partie, mais aussi à des processus que l'on expérimentera, à de l'outillage, à des dispositifs qui, tout au long de ces 2 ans de recherche, seront régulièrement testés afin d'en tirer la substantifique moelle pour que demain, le FONGEP eh bien, soit en capacité aussi, grâce à vos travaux, eh bien, de diffuser au plus grand nombre tout un ensemble de connaissances et d'outils qui permettront aux associations et au pouvoir public de se réemparer en toute autonomie de l'ensemble de ces éléments pour qu'ils puissent eux aussi créer des espaces, des temps, des dynamiques de réflexivité et en même temps de co-construction autour donc de l'évaluation. Si l'on va un peu plus loin, je crois que c'est à moi, je ne sais plus. Non, c'est à toi, mon cher Engel, cette belle modélisation. Oui, l'idée, c'est de partager avec vous, via ce petit schéma qui va s'afficher chemin faisant, ce qui va relever effectivement de l'activité des équipes de recherche et puis de ce que l'on attend des binômes ou trinômes qui sont porteurs potentiellement des terrains d'expérimentation. Sachant que la zone commune et le terrain de jeu, ça va être une action ou un groupe d'actions associatives qui vont faire l'objet d'une évaluation et qui sera co-construite. Et on insiste beaucoup sur cette logique de co-construction. On n'attend pas, pour le coup, des équipes de recherche qu'elles fassent tout et qu'elles aient des sujets ou des objets d'analyse que seraient les associations qui seraient partie prenante avec l'un de leurs financeurs ou 2 de leurs financeurs. Mais c'est bien qu'il y ait une interaction qui s'opère et que se co-construisent ensemble des processus d'évaluation qui répondent à des besoins, à des problématiques spécifiques des associations qui seront pour le coup engagées dans cette démarche. Donc très concrètement, ce qu'on attend des équipes de recherche, c'est d'une part qu'elles soient en capacité d'élaborer, d'expérimenter et de modéliser, d'une part des modalités d'évaluation et d'autre part des modalités de participation. L'idée étant que on attend les deux puisque on veut, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une évaluation co-construite, partagée entre pouvoir public et association. Et donc, ça nécessite des processus et des modalités un peu particulières a priori. Et puis, on veut que ça puisse se faire très en lien entre les équipes de recherche et les binômes. Et du coup, parallèlement à ça, ce qu'on attend des binômes que constitueront associations et financeurs ou trinômes, puisqu'on a prévu éventuellement association avec d'autres de ces financeurs d'un même échelon géographique,
d'intervention, c'est que ces binômes puissent expérimenter les processus évaluatifs qui seront co-construits avec les équipes de recherche et puis contribuer du coup à leur ajustement pas à pas, puisque l'idée c'est on va être aussi en mode un peu learn and test, enfin test and learn, avec cette idée effectivement que des choses se font aussi de manière itérative pour qu'on arrive à des modalités d'évaluation qui correspondent à des besoins spécifiques. Les équipes de recherche vont, elles, être amenées à capitaliser chemin faisant et pour le coup, on est très attaché à cette dimension-là puisque l'idée, c'est pas d'avoir, comme on le disait ce matin aux chercheurs, un effet tunnel avec une date de début, une date de fin, et puis entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe et on en tirera éventuellement les enseignements utiles à la fin. On essaie de construire une démarche qui permette effectivement d'organiser de la capitalisation et donc du retour d'expérience au fur et à mesure que vont se mettre en œuvre les expérimentations, avec des séminaires et on vous expliquera comment ça va se dérouler ensuite, ce qui sera attendu des uns et des autres. Du coup, du retour formalisé de la part des équipes de recherche à échéance régulière. La contrepartie côté binôme, ça va être d'être en capacité d'observer, d'analyser ce que sont les intérêts, les opportunités, mais aussi les limites des processus évaluatifs qui seront expérimentés, de manière à là aussi à pouvoir faire ces ajustements chemin faisant et puis en tirer des éléments d'enseignement, parce que c'est extrêmement important pour la suite. La perspective étant d'outiller à terme les associations de jeunesse et d'éducation populaire avec quelque chose qui pourrait ressembler à un kit, un peu sur le modèle de ce qui se fait pour les modèles socio-économiques. Et donc, voilà, l'idée, c'est donc de pouvoir en tirer tout le jus au fur et à mesure, de manière à produire des outils qui soient le plus adaptés possible aux besoins des associations. Il appartiendra aux équipes de recherche d'assurer le transfert de connaissances. Là aussi, on part du principe que tout le monde ne va pas partir du même niveau du point de vue de l'évaluation. Et on n'attend pas des binômes qu'ils soient a priori des experts de l'évaluation. Ce n'est pas leur sujet. Ce n'est pas du tout l'attente. En revanche, il y aura effectivement certainement organisé un peu de montée en compétences pour certains et certaines qui seront peut-être moins affûtés, moins au fait des méthodes, des pratiques en matière d'évaluation et qui auront besoin effectivement d'être accompagnés par les équipes de recherche pour prendre en main un certain nombre d'outils, de modalités. Ce qu'on attendra du coup des binômes, c'est d'être en capacité d'identifier ce qu'ils ont appris au fur et à mesure de l'avancée des expérimentations et ce qui leur a été nécessaire pour effectivement être en capacité de mener à bien ces processus évaluatifs. Et puis, in fine, ce qui nous intéressera et ce qui est attendu, c'est la capacité à évaluer collectivement, c'est-à-dire équipe de recherche et binôme, les bénéfices des processus évaluatifs qui sont expérimentés. Qu'est-ce qu'on en tire les uns et les autres? Quelles sont les limites? Quels sont les intérêts? En quoi ça permet effectivement de révéler différemment la valeur? En quoi ça permet de mieux valoriser la fonction sociopolitique des associations? Enfin, tout ce qu'on vous a présenté précédemment devra pouvoir être regardé et analysé pour qu'on en tire là aussi des éléments d'enseignement utiles pour la suite. Et il appartiendra aux équipes de recherche sur cette base de produire classiquement un rapport de synthèse qui sera à la fois un rapport scientifique et puis qui contiendra des éléments concernant modélisation des processus évaluatifs qui auront été construits, les éléments de transfert, etc. Enfin, voilà. Mais ça appartiendra pour le coup aux équipes de recherche. Voilà donc ce qui est attendu des uns et des autres. Et pour être certainement un tout petit peu insistant, mais c'est important, ce que l'on attend du coup des binômes qui vont candidater là, dans le cadre de cet appel à projet spécifique, c'est un engagement sur 24 mois. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de garantir de la continuité, de la pérennité sur ces expérimentations-là, dans la mesure où ça va se construire pour le coup entre équipes de recherche et binômes. On n'est pas à la recherche simplement de terrains d'expérimentation. On est à la recherche d'acteurs qui sont en capacité de se mobiliser, d'être partie prenante, d'interagir avec les équipes de recherche pendant toute la durée de l'expérimentation. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Vous ne serez pas passif. On va attendre de vous que vous soyez actifs tout au long de ces 24 mois d'expérimentation. Et parce que cet engagement, en effet, sur 2 ans, Yann Gaël et moi-même,
seront en fait auprès de vous, auprès des équipes de chercheurs, pour aider à la mise en œuvre, faciliter, conseiller, co-organiser, parce qu'il ne sera pas évident, évidemment, de mobiliser sur 2 ans un ensemble d'acteurs, que vous soyez pouvoir public ou associatif. Il y aura une nécessité, évidemment, d'être accompagné. Nous serons là pendant ces 2 ans avec Yann Gaël. On sera là notamment parce qu'il y a 5 objectifs opérationnels très concrets qui sont attendus de cette expérimentation recherche donc participative. On vous le disait, la co-construction entre chercheurs et parties prenantes que vous êtes, c'est le principe auquel le FONGEP sera particulièrement sensible, et ceci évidemment de l'amont à l'aval de l'expérimentation. Donc, il conviendra de proposer une approche méthodo qui garantisse les conditions du partage, de coélaboration à toutes les étapes du processus. Alors, ce sont des demandes évidemment qui sont adressées également aux équipes de recherche qui seront sélectionnées, mais évidemment vous accompagnera pour vous aider à vous appareiller et à vous doter d'une perception, enfin d'une approche méthodo pour aider évidemment au travail en commun. Soit une méthode qui associera l'ensemble des parties, à la fois vous, acteurs de terrain, qui seront donc accompagnés par des équipes de chercheurs qui investigueront avec vous à la fois l'interne et l'externe en termes de processus, et tout ça pour vous permettre de construire et d'éprouver sur le terrain, vos terrains concrets, les dispositifs, les solutions de méthodes que vous envisagez. Et on a le droit évidemment à l'erreur, mais cela fera partie du deuxième point, la capitalisation. On apprendra évidemment par essai-erreur durant ces 2 ans. Et du coup, comme le disait très bien Yangel, souvent la capitalisation arrive en fin de processus. Le choix du FONGEP, c'est au fil de l'eau, et on aura l'occasion de se rencontrer 6 à 7 fois, tous en commun, chercheurs et acteurs de terrain, acteurs en charge de proposer un terrain d'expérimentation 6 à 7 fois durant ces 2 ans pour capitaliser régulièrement au fil de l'eau sur les apprentissages, sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas en termes de fond sur l'objet, en termes de forme et en termes de dynamique, que ce soit au sein de vos propres entités ou dans le cadre de l'interaction entre les différentes entités. Ceci donc, cette capitalisation tout au fil de l'eau devrait nous permettre, là encore, à faire ressortir petit à petit ce que vous nommez, vous, la valeur associative et les évolutions des perceptions qui auront été les vôtres sur cette propre valeur, mais aussi celle de votre écosystème. Tout cela sera régulièrement donc mis en lumière et partagé auprès d'un comité de capitalisation académique et opérationnel qui sera mis en place par le FONGEP dans le cadre de cette démarche. Ça veut dire qu'au fil de l'eau, nous repérerons ensemble tous ces apprentissages et nous remettrons ceci au comité de capitalisation qui en fera bon usage, bien évidemment, car il y aura un autre enjeu, une fois que l'on capitalise au fil de l'eau, eh bien, il y a une finalité quand même, voire un objectif très concret, c'est le transfert. Le transfert de tous ces apprentissages auprès d'autres acteurs qui n'auront pas eu la chance d'être dans cette dynamique de recherche participative, mais pour lesquels nous nous devrons, en tant que FONGEP, de rendre compte des travaux, mais et en même temps de leur proposer déjà au fil de l'eau certains outils, certaines méthodes pour qu'elles puissent elles-mêmes s'inscrire dans une démarche, cette fois-ci autonome, de co-construction d'un processus évaluatif au sein de leur propre écosystème. Donc le transfert, autrement dit la traduction opérationnelle sous un angle pédagogique, sous l'angle également de la médiation, sera un enjeu pour cette démarche qui durera 2 ans et on n'attendra pas la fin pour avoir un kit final. On le composera petit à petit. Autre objectif opérationnel, l'évaluation des processus évidemment évaluatifs expérimentés avec vous-même, partie prenante, afin de vous permettre d'identifier ce qui vous est particulièrement utile pour vous, et qui vous a permis de vous inscrire dans un processus d'évaluation de ce type, c'est-à-dire pour participer, contribuer, délibérer, construire un point de vue, faire des choix, alerter. Cet objectif opérationnel, évidemment, interrogera beaucoup la gouvernance, mais pas que. On sait très bien également que l'engagement des salariés, l'engagement des partenaires sont des enjeux pour demain qu'il conviendra de prendre en compte pour que nos processus soient véritablement co-construits et donc partagés dès l'amont.
Et enfin, la délibération, parce que nous sommes quand même des acteurs sociaux, politiques, socio-économiques, mais sociopolitiques forts sur les territoires. La délibération est un enjeu. Donc, les éléments de méthode d'évaluation devront permettre de révéler à la fois la valeur créée, mais également d'apprendre à discuter ensemble, d'apprendre à mettre en avant les apprentissages collectifs qui ont été les nôtres, avec vous, parties prenantes, que vous soyez pouvoir public ou association, et puis que demain, vous soyez également en capacité de poursuivre en toute autonomie pour délibérer collectivement afin de statuer sur les recommandations qui seront les vôtres durant toutes ces 2 années en fait, de recherche participative. Si l'on continue sur les caractéristiques des projets susceptibles d'être soutenus, comme vous avez compris, les postulats qui sont les nôtres et principes d'action, la co-construction, la participation et le partage entre pairs. Sachez que ce sont des postulats et des principes d'action, évidemment, que nous avons également adressés aux chercheurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, 5 cabinets seront sélectionnés et ils seront invités à travailler régulièrement entre eux également pour éviter le travail en silo. Les attendus vis-à-vis des équipes de recherche, on vous les a reprécisés également à vous, acteurs demain de territoire. Avec vous, binôme ou trinôme, partager une méthode, des processus donc axés sur la coproduction de connaissances essentielles. Et enfin, également, que l'on soit en capacité de créer un cadre réflexif afin de veiller à identifier, à qualifier la coproduction des connaissances et donc de vous doter demain d'une capacité aussi peut-être d'alerte sur des process en cours en termes de fond, de forme et de dynamique. Quand je vous disais tout à l'heure que Yangaël et moi-même serons à vos côtés, on sait très bien que sur une aventure au long cours, il pourrait y avoir évidemment des événements, des manques de moyens, de ressources humaines par exemple, et on veillera évidemment à vous accompagner au mieux pour que personne ne soit perdu sur le chemin, mais que nous soyons toujours dans une capacité de nous ajuster. Et en cela, vraiment, Yangaël et moi-même, on se tiendra à votre disposition. Et enfin, auprès des équipes de recherche, on leur demande de partager régulièrement les avancées de leurs travaux, tant sur le périmètre local, on reviendra là-dessus dans quelques minutes, sur le périmètre local que sur… Alors, oui, il y a une question tout de suite, vous parlez de binôme, trinôme, une association peut-elle déposer seule sur cet appel? Il nous faut absolument que l'association soit accompagnée, fasse au moins un binôme avec l'un de ses financeurs, voire On y 2. vient, on y vient Mais après. on y vient tout de suite. J'aurais pas dû répondre, tu as raison. Oui, chenapan. Absolument. Et donc, sur les attentes auprès des équipes de recherche, comme vous le voyez très bien, l'important, c'est qu'ils seront invités à produire régulièrement des éléments de capitalisation, alors à la fois de la méthode, mais aussi du concept, mais aussi des éléments de recherche qui seront reversés à qui de droit, comme je vous en parlais tout à l'heure. Il y a un comité aussi de capitalisation académique et opérationnelle, et bien ce comité attendra régulièrement également des productions pour que nous puissions à la fois, évidemment, enrichir notre corpus de recherche, mais à la fois communiquer pour le plus grand nombre les avancées de notre démarche sur 2 ans. Allez, du coup, pour Alors, les voilà. préciser, pour préciser les éléments, et on va rentrer. Donc, on est à la recherche de 10 expérimentations réparties sur plusieurs échelons géographiques. 5 expérimentations qui seront dites locales, c'est-à-dire qui se dérouleront à une échelle communale ou intercommunale, 2 à l'échelon départemental, 2 à l'échelon régional et 1 à l'échelon national. Très concrètement, et on va le préciser ensuite, et donc une équipe de recherche aura 2 terrains d'investigation, ou du moins elle travaillera avec 2 binômes ou 2 trinômes différents. Un binôme qui portera un terrain d'expérimentation locale, donc à l'échelle communale ou intercommunale, et un binôme qui relèvera d'un autre échelon géographique, donc départemental, régional ou national. Très concrètement, puisque c'était la question, comment ça marche? Pour candidater, il faut effectivement que ce soit une candidature qui soit conjointe entre une association de jeunesse et d'éducation populaire
donc bénéficiaire d'un ou plusieurs FONGEP ou impliqué dans un dispositif de solidarité internationale soutenu par le FONGEP. Donc ça, c'est la condition, la double condition, c'est-à-dire à la fois je suis porteuse, je suis bénéficiaire de post-FONGEP et je dépose avec un ou deux financeurs. On s'est arrêté à 2 financeurs maximum pour pas compliquer de trop les candidatures. Mais il est bien évident que dans le tour de table des parties prenantes qui pourra participer ensuite aux travaux, ça pourrait être plus large que ça. Mais pour le portage du dossier et de la candidature, en tout cas, on attend à minima un binôme. L'association et son ou ces 2 financeurs interviennent sur le même périmètre géographique, très concrètement, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger en d'autres lieux. Si on prend l'exemple d'un centre social qui a plutôt une intervention communale ou intercommunale et qui peut bénéficier de financements régionaux, pour le coup, ce qui va nous intéresser et la candidature pourrait être portée par le centre social et ses financeurs locaux, c'est-à-dire la collectivité, la commune ou l'intercommunalité qui finance le centre social. En revanche, le financement, s'il s'agit du conseil régional en tant que financeur au niveau régional, on ira plutôt chercher, dans ces cas-là, une union régionale des centres sociaux. Pour le coup, l'idée étant qu'on soit bien sur un même périmètre géographique d'intervention pour les financeurs et les associations qui constituent le binôme ou le trinôme. Donc ça, c'est un élément important. Et puis le troisième élément, c'est que l'initiative de la candidature, pour le coup, elle peut relever de l'un ou l'autre des membres. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas uniquement de l'initiative des associations, ça peut relever aussi des pouvoirs publics. La condition étant de toute façon la même, c'est-à-dire que pour candidater, il faut que tout le monde soit d'accord pour y aller. Et ça se traduira très concrètement par des lettres d'intention spécifiques qui valideront le projet de candidature. Et puis, dernier élément, parce que ça pouvait être une question, et je l'ai précisé tout à l'heure, mais ça vaut le coup de se le redire, on n'attend pas d'expérience préalable en matière d'évaluation. C'est pas le sujet. Alors, bien entendu qu'on aura certainement dans le panel des binômes ou des trinômes qui seront retenus. Certains et certaines auront une première expérience ou auront même une grande expérience en matière d'évaluation, là où d'autres n'en auront pas. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que puisque l'enjeu, c'est d'outiller à terme les associations de jeunesse et d'éducation populaire pour qu'elles soient en capacité de conduire au mieux des évaluations qui permettent de révéler la valeur des actions qu'elles conduisent, alors il faut qu'on ait des profils un peu différents pour le coup, et on ne peut pas s'adresser qu'à des experts. Ça ne serait pas raisonnable. Date limite de réponse des dossiers, 29 février. Et donc, on n'ira pas au-delà, puisque le timing, vous allez le voir, il est assez serré. Ce qui est attendu du coup du binôme ou du trinôme en matière d'évaluation, et là je précise bien en matière d'évaluation, c'est ce qu'on va attendre de vous, c'est d'être en capacité de préciser, quel est l'objet de l'évaluation, c'est-à-dire sur quoi vous pensez ou sur quel besoin vous pensez pouvoir centrer l'évaluation. C'est-à-dire, très concrètement, c'est vous identifiez une action ou un groupe d'actions, puisque ça peut être un groupe d'actions aussi, si on raisonne dans le cadre d'un projet de structure avec découpé en axes. On peut imaginer que ça soit un axe complet qui fasse l'objet de l'évaluation, mais en tout cas, il y a besoin de serrer ce périmètre. Ce premier périmètre, via l'objet, c'est qu'est-ce que vous souhaitez évaluer, très concrètement. Deuxième élément, c'est la question de la périodicité, c'est-à-dire quelle est la période que vous souhaitez couvrir. Est-ce que c'est une évaluation qui va couvrir, par exemple, les 3 dernières années d'action sur tel registre, parce que c'est en lien avec un financement de la CAF, par exemple, ça s'inscrit dans un cadre contractuel particulier? Est-ce que c'est une action sur une durée annuelle et donc c'est la dernière année que vous souhaitez évaluer? Est-ce que c'est des actions à venir que vous imaginez? Puisque l'évaluation, elle permet de faire ça aussi. Dans ces cas-là, on est sur une autre temporalité de l'évaluation, mais qui consisterait à faire plutôt ce qu'on appelle de l'évaluation ex-ante, c'est-à-dire en amont de la mise en œuvre plutôt qu'à l'issue de la mise en œuvre ou pendant la mise en œuvre. Et donc, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est que vous soyez en capacité de préciser ces quelques éléments-là. Et puis, quels sont les acteurs que vous imaginez impliqués dans le cadre de cette évaluation
pour le coup, et d'en faire une première liste, alors qui ne sera pas nécessairement exhaustive, et puis tout ça se discutera ensuite avec les équipes de recherche, mais ce que l'on attend, c'est que vous soyez en capacité, effectivement, de déterminer ce qu'on appelle dans le jargon d'évaluation un premier périmètre qui permettra effectivement de se faire de se faire une première idée de l'intérêt de ce que vous allez porter et en quelle mesure, du coup, ça peut intéresser des équipes de recherche qui vont effectivement vous apporter des éléments de méthode qu'il va falloir agencer, co-construire en fonction de ce que vous souhaitez évaluer. Voilà. Les critères de sélection, du coup, puisque vous êtes nombreux, on va retenir potentiellement 10 binômes trinômes. Donc, sur la totalité, il va y avoir nécessairement un peu de tri qui va s'opérer et on souhaite que cette sélection, elle s'opère en fonction des critères suivants. Le premier, c'est l'intérêt de l'objet ou des objets d'évaluation envisagés, c'est-à-dire dans quelle mesure, effectivement, ça vient nourrir des préoccupations et des préoccupations qui peuvent être communes à de nombreuses associations. Donc, en quoi ça contribue finalement au projet de recherche tel qu'il se construit. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une question liée à la faisabilité d'évaluation, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans le temps imparti, dans les 24 mois, au regard de ce que cela nécessite, est-ce que c'est techniquement a priori faisable ou pas pour le coup, ou est-ce que c'est extrêmement compliqué, auquel cas on pourrait être amené à dire non. Le troisième élément, c'est très concrètement à quel besoin répondrait finalement l'expérimentation dans laquelle vous vous engageriez, en quoi ça viendrait vous nourrir, vous alimenter, vous permettre effectivement de progresser sur le champ de l'évaluation, et on sera aussi du coup assez attentif à ce critère-ci. Un quatrième critère qui est pas le plus intelligible, mais que je vais tâcher de vous expliciter au mieux, c'est pour le coup, ça relève d'un certain nombre de contingences, mais l'approche expérimentale telle qu'elle s'envisage, et comme je vous le disais, elle va être en partie itérative. Et donc, il faut admettre que le principe un peu d'essai-erreur, ou du moins on va ajuster chemin faisant, fait que le résultat de l'évaluation ne sera pas forcément dans des standards académiques tels qu'on pourrait les attendre à certains endroits, pour le coup, mais qui seront extrêmement utiles du point de vue des processus d'apprentissage. Et du coup, si l'attendu, c'est vraiment un résultat très classique en matière d'évaluation, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir compter tous ces petits et uniquement compter ça, globalement, il n'est pas certain que la compatibilité entre l'objet et le processus d'évaluation qu'on pourrait vous proposer dans le cadre de cette expérimentation soit optimale. En revanche, si effectivement l'idée, c'est plutôt de se dire on a quelque chose qu'on voudrait évaluer, qu'on ne sait pas très bien attraper, et on pense que le processus d'évaluation, via cette approche sous forme d'expérimentation, peut nous y aider très concrètement, alors sans doute que la compatibilité sera meilleure. Et ça sera un élément là aussi auquel on sera attentif. Et puis le dernier élément, c'est bien entendu, puisque vous constituez un binôme, vous allez constituer un binôme ou un trinôme, c'est la qualité du binôme ou du trinôme, et puis la manière dont vous allez aussi vous répartir un peu le travail, puisque on va vous mettre aussi un peu à contribution. Vous l'avez compris, l'idée c'est de co-construire. Donc, vous n'allez pas être passif, et ça nécessite effectivement de pouvoir s'engager un peu, et qu'on puisse s'assurer du fait que l'attelage que vous proposez est un attelage qui va s'organiser et qui va tenir sur la durée. 24 mois, c'est court et c'est long dans le cadre de ce type de processus, donc on a besoin de s'assurer que ça aille au bout dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et pour tout cela, évidemment, comme je vous le disais, Yann-Gaël et moi-même, on vous accompagnera notamment pour vous installer ces expérimentations. Alors, vous l'avez compris, 5 équipes de recherche vont être sélectionnées par le FONGEP. Un appel à manifestation d'intérêt est parti en même temps qu'un appel à candidature, celle que vous avez reçue, pour recherche de binômes, de trinômes, d'acteurs de terrain. Les 5 équipes de recherche, elles se rencontreront le 28 mars matin.
pour qu'elles échangent à la fois sur ce qu'elles appellent la recherche participative, sur leurs objets, sur leurs méthodes, et puis que l'on fasse évidemment un temps d'interconnaissance puisqu'elles auront à se rencontrer régulièrement, puisque n'oubliez pas que chaque équipe de recherche aura 2 terrains qu'elle investiguera, mais un terrain commun en termes géographiques, c'est un terrain local. Et donc, on a un objet commun là pour les équipes de recherche pour qu'elles échangent au-delà des spécificités de leur deuxième terrain qui pourront être pour certaines un terrain départemental, pour une autre le régional ou pour une autre un national. Le 28 mars après-midi, nous vous accueillerons avec l'attelage que vous allez former, associations et financeurs. On va vous accueillir et là encore, journée d'interconnaissance et entre vous, bien évidemment, et évidemment avec les équipes de chercheurs. Et on veillera à ce moment-là, dans ce temps-là de rencontre, à co-construire les conditions de mise en œuvre des expérimentations et à ajuster les propositions, cette fois-ci, quant à leur faisabilité, les calendriers de chacun, les ressources de chacun, etc., etc. Et le 29 mars après-midi, on découvrira les binômes de terrain d'expérimentation. Matin, excuse-moi Noria, tout à fait. Nous découvrirons, cette fois-ci, nous accueillerons les binômes des terrains d'expérimentation des autres échelons géographiques, donc cette fois-ci départemental, régional et national. Et là encore, nous anticiperons les conditions favorables à la mise en place des expérimentations. On sera donc vraiment dans l'opérationnel. Voilà, alors ce que je peux ajouter rapidement, c'est vous dire que entre le moment où on va sélectionner des équipes de recherche et les binômes porteurs de terrain d'expérimentation, et le séminaire, il va se passer en gros 2 semaines. On vous adressera, on adressera aux binômes qui sont retenus, aux binômes ou trinômes. Hein. Par simplicité ou par commodité, on a indiqué binôme, mais binôme ou trinôme, c'est bien la même logique. On vous adressera des fiches de synthèse des projets des équipes, de chacune des 5 équipes de recherche retenues, de manière à ce que vous ne découvriez pas au dernier moment ce que font les équipes de recherche, ou du moins ce qu'elles se proposent de faire, ce qui permettra éventuellement de repérer l'équipe ou les équipes qui pourraient a priori le mieux correspondre à vos projets d'évaluation. Et inversement, on fera le même exercice avec les équipes de recherche puisqu'on leur adressera une fiche signalétique pour chacun des 10 binômes retenus, précisant les caractéristiques du terrain d'expérimentation, ce qui est attendu en matière d'évaluation, la manière dont c'est envisagé, qui pourrait y participer, de manière à ce qu'il a aussi ils aient un peu de temps pour réfléchir et envisager ce qui leur permettrait de ne pas arriver la fleur au fusil. L'idée étant que ce premier séminaire permette véritablement de faire cet appariement. On vous précisera les modalités. On n'a pas encore stabilisé la manière dont on s'y prendra, mais très concrètement, l'idée c'est qu'à l'issue de ce séminaire, on est constitué 10 expérimentations associant équipe de recherche et binôme. Alors peut-être Yann Gaël et Pascal, Oui. au vu des questions dans le chat, Oui. il faut qu'on revienne sur les tailles, les échelles, parce qu'il y a énormément de questions. Alors je vais prendre la question, la commune de 3600 habitants, une asso et une CAF pour s'associer. Oui, sauf si dans le dépôt de dossier, on se rend compte que la commune met 1000 €, que la CAF met 40 000 € et que voilà, il faut que ce soit le financeur qui est pointé, c'est celui qui finance une belle partie de l'action. Voilà. Ensuite, sur les échelles, alors la question de est-ce qu'on peut choisir une action qui a disparu? Non. A priori, pour démontrer qu'une action en cours avec le financeur, elle s'est arrêtée et évaluer l'impact, non. Ça doit quand même être une action qui est en cours. Et après, les tailles, voilà, si vous êtes une asso régionale, vous ne venez pas avec votre petite commune, vous venez avec la Dragès, la DRETS, vous venez avec la CAF régionale, ou vous venez avec un financeur à la même taille.
Et nous, on veillera dans les choix des 10 binômes à ce que ce soit cohérent. Donc voilà, vous verrez dans le dépôt de dossier, il faut que vous nous éclairiez sur le financeur qui est choisi, à quelle hauteur il est. Voilà, et c'est un engagement des deux. C'est-à-dire que si vous venez avec votre CAF, alors la CAF est la commune de 3600 habitants. Voilà, si cette commune elle a une personne à temps plein qui va être à dispo pour travailler avec vous, c'est ça que nous allons évaluer pour faire les choix. C'est-à-dire qu'il faut que le binôme et le trinôme. Alors on dit trinôme parce que dans les discussions, on a eu des questions ou des partenaires, des associations qui nous ont dit est-ce qu'on peut venir avec 2 financeurs? Mais je pense que pour l'essentiel, un binôme réussi, c'est pas mal. On est vraiment sur le binôme. Là, on a ouvert la porte du trinôme pour pas fermer. Mais je pense que si vous arrivez déjà avec votre financeur ou si le financeur arrive déjà avec une association, c'est pas mal. Par contre, l'inverse, c'est faux. On ne peut pas avoir 2 associations avec un financeur. Et Nouria, une dernière question peut-être aussi. Est-ce que notre équipe de binôme peut travailler en parallèle avec des chercheurs pour les réponses appel à projet et appel à manifestation d'intérêt concordantes? Alors, on va vous dire exactement ce qu'on a dit aux chercheurs ce matin. Oui. Si vous êtes un binôme constitué, une dragesse et une asso, et vous aviez déjà des embryons de discussion avec des chercheurs, ça veut dire que vous mettez dans votre réponse à l'appel à candidature en disant nous, on a l'habitude de travailler avec telle équipe de chercheurs, et d'ailleurs, cette équipe va aussi postuler. Et donc, vous nommez quelle est l'équipe de chercheurs avec qui vous êtes en contact et vous, bien évidemment, vous demandez à l'équipe de chercheurs de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, là, pour le coup, et eux aussi pointent dans leurs réponses qu'ils travaillent avec vous. Si après, dans l'idéal, s'il y a des choses qui se font, on ne va pas fermer la porte. Au contraire, on va regarder de très près ce que vous allez nous proposer. Alors, l'appel à projet peut Oui. financer à 100% le projet ou y a-t-il besoin d'un pourcentage de cofinancement par le binôme? Peu importe. Si vous avez la chance d'avoir un financeur qui vous finance l'action à 100% et que c'est avec ce financeur-là que vous vous présentez, tant mieux. C'est magnifique. Ceci étant, sauf erreur de ma part, il y a souvent des cofinancements. Ça signifie que vous vous présentez avec un financeur, par correction, vous informez l'autre financeur que vous allez postuler ou que vous êtes retenu, voilà, peu importe. Mais ceci étant, on ne s'attend pas à ce que vous ayez tous un seul financeur qui soit à 100% sur l'action. On sait bien qu'à chaque fois, ce sera des cofinancements. En tout cas, par exemple, pour les postes FONGEP, ils sont tous cofinancés. Et une question à laquelle peut-être on peut répondre, je peux commencer. Je souhaite quel type d'implication est demandé à l'association? Y a-t-il des attentes en termes de production de données ou de bilan écrit? J'ai envie de vous renvoyer la chose, c'est que vous êtes libre de dire quelle est la nature de l'engagement, les ressources mobilisées, les ressources humaines, les temps consacrés, pour que ce soit en cohérence avec évidemment cet engagement demandé de 2 ans. Tout dépend évidemment quelle est votre ambition en termes d'objectifs lorsque vous vous engagez dans une action telle que celle-ci. Quoi qu'il arrive, on a beaucoup insisté sur ce mot, l'engagement va être nécessaire évidemment. On va co-construire. Voilà, ce n'est pas les chercheurs qui vont le faire à notre place, qui iront Non. sur un terrain et qui vous rendront des résultats. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est que pour gagner en autonomie, gagner en influence sur un territoire, il faut que les acteurs se dotent de connaissances, de méthodes, d'outils qui leur permettent de peser. Et pour cela, ça demande une co-construction qui demande du temps. Ça, c'est clair. Et après, n'oubliez pas que vous allez être avec une équipe de chercheurs Oui. et ça va être le contrat entre vous, le binôme et l'équipe de chercheurs, de ce qui va se jouer entre vous. En tout cas, pour la partie prise en charge financière de l'association, à hauteur de 5 000 euros par an, donc 10 000 euros sur les 2 ans, pour nous, c'est l'investissement sur 2 années, idéalement de la même personne. Sinon, ça veut dire que l'association, quand elle va s'engager, elle s'engage à ce que si la personne n'est plus disponible, elle remette quelqu'un à la place. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'implication. On va être sur une expérimentation embarquée. Ça veut dire que l'équipe de chercheurs, le pouvoir public et l'association qui s'engagent sont engagés pour 2 ans.
Et j'ai une dernière question, peut-être, enfin deux. Une association qui rayonne sur une intercommunalité financée à 70% par la CAF peut-elle créer un binôme avec la CAF? Bah oui, Voilà, Ça paraît cohérent. Ouais. oui. absolument, ça paraît totalement cohérent. Et enfin, Ouais, tout à fait. je souhaite candidater dans le cadre d'une action menée dans le cadre d'un contrat de ville. La candidature de ma structure est-elle pertinente? Oui, Oui. à Absolument. condition que ça soit avec la métropole ou les communes, enfin, oui, ou les communes concernées. Enfin, voilà. Hmm. Sur la constitution du binôme ensuite, il faut s'assurer qu'effectivement, Ah, le le choix de bi- l'action à évaluer, elle doit directement concerner, oui, le financeur du binôme. Non, non, on va pas aller demander, on va pas vous demander d'aller évaluer avec un financeur l'impact d'un autre financement. Un autre Donc, on est, financement. on est vraiment sur voilà, le financeur concerné qui va venir se présenter avec vous. Même si vous posez à deux un droit de regard ou un regard sur le troisième financeur qui n'est pas là, vous allez vous concentrer sur l'impact du financement de ce financeur-là. Et ça va dans le même sens. Je travaille avec la DRAC sur un questionnement plus local. Je travaille à l'échelle d'un pays. Ce binôme est-il viable? Oui. Oui. oui, a priori. Après, n'oubliez pas que nous, on va devoir choisir 10 binômes. Nous, on va essayer d'avoir une représentation cohérente. Après, représentation cohérente, hein, vous avez remarqué, hein, il y a 5 équipes locales, 2 équipes départementales, 2 équipes régionales et une équipe nationale. Donc voilà, donc notre marge de manœuvre, elle va être, on va regrouper les binômes départementaux, les binômes régionaux, le binôme national et les 5 binômes locaux. Et donc notre choix va s'opérer pour que ce soit équitable, la représentation territoriale, la représentation des financeurs, la qualité des projets proposés, enfin voilà. Je vais juste reprendre pour toujours sur cette question L'appel d'engagement. à projet, pardon, excusez-moi, peut financer 100% du projet où il y a besoin d'un pourcentage de financement par le binôme. Non, il n'y a pas besoin de pourcentage. Par contre, il y a plus souvent des cofinancements que des financements 100%. Si vous venez avec le financeur qui finance votre action à 100%, c'est viable. Et ça n'exclut en rien les outre-mer. Bien Concernant le temps sûr, consacré. Ah, pardon. je réponds, bien sûr, que la représentation des Outre-mer est possible. Avec la question des décalages horaires, on organisera pour que ce soit possible. Donc, si c'était un binôme de l'Outre-mer qui est retenu, ce sera l'équipe de chercheurs tiendra compte des horaires et des décalages avec les dom-toms, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas posé de frein, on est ouvert sur toutes les possibilités. Après, on ne peut pas le crible. Je vois que vous insistez, mais c'est un crible, c'est normal. Pourriez-vous détailler ce que sont des processus évaluatifs? Est-ce que ça découle d'une stratégie? J'ai vu la question, c'est pas la peine de Oui. la reposer. C'est justement l'objet des travaux. L'objet des travaux, c'est on pose sur la table un financeur et une action et on regarde comment ensemble ils co-construisent les processus évaluatifs. Et donc, si on savait déjà vous détailler tout ça, honnêtement, on n'aurait pas besoin de lancer. Là, on se lance tous ensemble dans le grand bain, et c'est le grand bain de comment on co-construit une évaluation entre un financeur et une association, et tout ce beau monde accompagné. Alors, pas accompagné, parce qu'accompagné, ça veut dire que le pouvoir public et l'association ne sont pas partie prenante. Vous allez devenir un trinôme, le trinôme chercheur, pouvoir public et association, et à vous trois, vous allez nous démontrer pendant 2 ans quels sont les préalables ou quels sont les processus ou quelles sont toutes les étapes sur lesquelles on peut s'appuyer pour arriver en bout de course à avoir co-construit une évaluation partagée, validée, réfléchie, discutée, tiraillée. Voilà. L'objectif, c'est qu'en face, on ait un pouvoir public qui n'ait plus de soucis à dire à son association, voilà ce que j'attends, et à une association qui a plus de soucis à avoir l'impression d'être à qui on commande un impératif d'évaluation, voilà, et que ces deux parties
se regardent en se disant, on sait de quoi on parle et on sait ce que chacun attend sur sa prérogative sans avoir à justifier et sans avoir à se poser des questions existentielles. 5 000 € par an sur 2 ans. Donc, ça veut dire que chaque association embarquée, alors pas les 10 associations, les 9 associations, puisque l'association nationale n'est pas financée, les 9 associations, donc les 5 locales, les 2 départementales et les 2 régionales, sont financées 5 000 € par an, donc 5 000 € en 2024, de mars 2024 à mars 2025, et de mars 2025 à mars 2026, 5 000 €. Et la dépense, elle est claire, nette et précise, elle est à la hauteur de la personne qui va être affectée. Donc, il n'y a pas de dépense, on ne va pas vous demander de justifier, on va vous demander d'être partie prenante, engagée et participante à la démarche. On avait peut-être deux questions, Nouria, encore auxquelles on n'a pas répondu. Une première sur le temps que ça va nécessiter de mobiliser, notamment pour les partenaires. Alors c'est difficile moi ça me semble difficile à évaluer a priori puisque ça va dépendre quand même beaucoup à la fois de l'objet de l'évaluation et puis de ce qui va être testé, mais en tout cas, et c'est ce sur quoi on a insisté depuis le démarrage, c'est qu'il faut effectivement avoir un peu de temps à y consacrer. Alors le un peu de temps, c'est pas l'équivalent, ce sera pas à hauteur d'un mi-temps, hein. Mais il faut pouvoir y consacrer plusieurs jours par an, ne serait-ce que pour être présent. Effectivement, il y a les séminaires, mais c'est une toute petite partie finalement. Voilà. Le travail de terrain et de proximité avec l'association partie prenante et puis avec les équipes de recherche, dès lors qu'il va y avoir un peu d'interaction à imaginer, il faut prévoir effectivement un peu de temps et c'est sans doute à discuter au moment de la constitution du binôme pour voir ce que vous êtes prêt et en capacité aussi de faire. Ça s'évalue, pour le coup. Ça se dose, mais il faut prévoir un peu de temps. Et, ça me semble absolument essentiel. Oui. Et puis, il y avait une deuxième question, c'est oui, y a-t-il des attentes par rapport à l'action à évaluer? Nous, on n'a pas d'attente a priori. En revanche, on attend que vous soyez en capacité de nous dire en quoi ça va vous être utile. En quoi ça va venir nourrir finalement la recherche et la démarche de recherche là, qui s'initie. Et c'est plutôt dans ce sens-là, c'est que ça va nous intéresser, mais on n'a pas d'attente spécifique, nous, par rapport à l'action à évaluer. On n'a pas d'a priori sur quelle est la bonne action qu'il faut évaluer. Pour le coup, en revanche, à vous d'imaginer l'action ou groupe d'action, puisque le périmètre peut être aussi à géométrie variable, qui permet effectivement d'expérimenter des processus, peut-être un peu différents de ceux que vous avez connus ou ceux que vous imaginez aujourd'hui, qui permet peut-être d'aller chercher des choses que vous avez du mal aujourd'hui à évaluer, à mesurer, à apprécier ou pour lesquelles vous n'êtes pas forcément en accord avec votre financeur sur l'appréciation de ce qui est produit, de ce qui se construit, etc. Et que c'est peut-être ça, du coup, qui doit présider à la réflexion sur l'objet de l'évaluation plutôt que au regard de nos attentes propres. Absolument. Mais c'est pas facile, hein. On a bien conscience que ce qu'on vous demande n'est pas nécessairement simple. Pour autant, ça vous appartient. Alors, on continue. Allez, poursuivons. Donc là, du coup, tu as balayé les questions de financement. Il nous restait, juste pour la structure du document de candidature. Alors, on vous l'a mis, c'est pas forcément très sexy présenté comme ça. Ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est de disposer, et toutes les rubriques que vous avez ici sont à reprendre au sein de votre dossier de réponse. Votre format de candidature vous appartient. On ne vous a pas fourni de dossier type en considérant que vous étiez en capacité de faire ça vous-même, que le format vous appartenait. En revanche, on est très attaché à ce que l'ensemble des rubriques qu'on vous propose soient renseignées. Présentation de l'association et du financeur. L'idée, c'est qu'on a les éléments de signalétique qui permettent de dire quelle est l'association, quel est son périmètre,
quel est son nombre de salariés le cas échéant, son activité et la présentation du financeur de la même manière. Description de l'action associative ou du groupe d'action que vous souhaitez évaluer. Donc là, on revient sur la question du périmètre, c'est quoi précisément? Et donc là, il faudra être un peu précis. Sur quel calendrier? Donc je reviens sur cette question de la périodicité. Est-ce que c'est une action passée? Est-ce que c'est une action en cours? L'action passée, c'est-à-dire qu'on peut faire du rétrospectif, c'est-à-dire que ça vient de s'arrêter ou ça se poursuit. On peut regarder l'année précédente, il n'y a pas de difficulté de mon point de vue. On peut aussi imaginer, et je vous le dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à considérer l'évaluation comme étant plutôt se réalisant plutôt soit chemin faisant, c'est-à-dire en cours, soit final, c'est-à-dire à l'issue d'une action ou presque à l'issue d'une action. Et puis il y a deux modes d'évaluation qu'on utilise très peu pour le coup, deux temporalités, c'est l'ex post et l'ex ante. L'ex post consiste à regarder longtemps après ce qui s'est fait pour le coup et à essayer d'en tirer les éléments. Alors ça va nécessiter d'être du point de vue de faisabilité, d'être sûr d'avoir tous les éléments à disposition pour pouvoir évaluer pour le coup. Donc, ça nécessite un minimum d'assurance. Et puis, l'ex-santé peut être un exercice alors un peu plus risqué parce qu'on n'a pas de certitude sur ce qui va être mis en œuvre, mais qui peut être aussi intéressant parce que ça permet de projeter, qui consiste à, vous avez des perspectives d'action finançables et avec un financeur qui est prêt à les soutenir, vous voudriez être en capacité d'évaluer si c'est bien celle-ci qu'il faut mettre en œuvre et dans ces conditions-là. Pour le coup, peut-être que ça peut être intéressant à regarder, même si c'est un exercice un peu plus périlleux et pas nécessairement le plus accessible. Globalement, sur le calendrier, le plus simple, ça sera d'être plutôt sur soit du en cours, soit du juste terminé. Techniquement, voilà. Sur les objectifs, les attendus, donc vous nous précisiez du coup sur la description de l'action associative, ce que sont ces objectifs, ce qu'étaient les attendus très concrets, ce que sont les difficultés, les écueils que vous identifiez éventuellement du point de vue de la mise en œuvre de l'évaluation. C'est concrètement, qu'est-ce qui vous paraît compliqué aujourd'hui et qu'est-ce que vous envisagez comme étant potentiellement des choses un peu traps qu'il faut pouvoir éventuellement éviter. Vos besoins d'un point de vue méthodologique, du point de vue de la dynamique d'acteur, etc. En quoi finalement vous inscrire dans le cadre de cette expérimentation? Ça permet de répondre à des besoins spécifiques que vous pouvez avoir et ça viendrait vous aider tant du point de vue méthodologique que de la dynamique d'acteur ou d'autres registres. Hein. On n'a pas forcément été exhaustif sur le sujet. Ce que seront les ressources mobilisées par chaque membre, et du coup, ça revient à la question qui était posée, et la répartition des rôles au sein du binôme. Donc, il y a un travail d'appréciation de ce que vous êtes en capacité d'engager les uns et les autres et de ce que vous êtes en capacité de mobiliser. Et on regardera du coup, mais on n'a pas d'a priori sur la bonne manière de faire les choses. Tout dépendra aussi de l'objet que vous souhaitez évaluer et de ce qui va nécessiter éventuellement en termes de mobilisation. L'organisation que vous proposez de mettre en œuvre pour piloter l'expérimentation d'un côté binôme. Et puis, on vous propose ensuite deux éléments complémentaires. L'antériorité en matière d'évaluation. On vous a bien précisé qu'il n'y avait pas d'attendu particulier sur le registre, mais si vous en avez les uns ou les autres ou le binôme ensemble, ça peut être intéressant aussi de le préciser. Pour le coup, ça nous permettra là aussi de regarder et de se retrouver avec des binômes avec des expériences un peu différentes. On sait qu'il y en aura nécessairement qui seront un peu capés, d'autres un peu moins. Ça ne sera pas, pour le coup, c'est pas considéré comme un critère de sélection, mais dans le cadre du dossier de réponse, c'est intéressant de savoir quelle est la pratique et la connaissance en matière d'évaluation. Ça permet aussi de vous situer. L'antériorité de travail aussi avec des équipes de recherche, de la même manière, ça permet aussi de vous situer et puis de repérer ce à quoi il faudra qu'on soit plus particulièrement attentif pour le coup. Si vous avez déjà beaucoup de pratiques avec des équipes de recherche, vous savez comment ils fonctionnent, c'est pas la même chose que si vous ne les avez jamais pratiquées. Et ça n'est pas rédhibitoire de n'avoir aucune expérience préalable du tout. Mais pour nous, c'est aussi intéressant de pouvoir le repérer. Et puis, on vous pose deux questions complémentaires.
qui ne sont pas des questions nécessairement très simples non plus. C'est en quoi l'évaluation envisagée nécessite-t-elle de mobiliser, d'expérimenter des processus évaluatifs co-construits selon vous? Là, pour le coup, c'est voilà, qu'est-ce que vous allez tirer finalement du recours à l'expérimentation? C'est ce que je vous explicitais un peu tout à l'heure dans le cadre des critères de sélection. En quoi ça va nourrir finalement votre manière de faire, vous permettre d'éclairer éventuellement des choses que vous ne pouvez pas éclairer aujourd'hui ou pour lesquelles vous êtes éventuellement en confrontation avec votre interlocuteur côté financier ou côté associatif. Et donc, peut être tous ces éléments-là vont nécessiter du coup d'être explicités. N'hésitez pas à être un peu précis, factuel sur ce en quoi vous pensez que ça peut vous être utile et du coup, en quoi l'expérimentation va vous nourrir. Et puis le deuxième élément, c'est voilà, c'est la collaboration avec une équipe de recherche. Est-ce que c'est susceptible de répondre à vos besoins, à vos attentes? Est-ce que si je devais le faire de manière un peu caricaturale, est-ce que c'est d'une équipe de recherche dont vous avez besoin ou est-ce que c'est de consultants directement? C'est pas tout à fait la même logique. Vous en avez qui arrivent avec des méthodes, euh, de la pratique et qui vont usiner quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais qui sortiront pas des sentiers battus nécessairement et qui vont reproduire un cas d'une modalité, alors qui peut être robuste, ça peut être sérieux, bien fait, mais qui s'inscrit dans un cadre qui est plutôt très normé, là où des équipes de recherche, une équipe de recherche pourra investiguer de manière un peu plus large et puis s'autoriser à faire un peu de hors-piste pour éventuellement aller rechercher des choses qui sont les attendues dans le cadre de ce qu'on a identifié préalablement, pour le coup. Et donc voilà, il y a nécessité de se poser ces deux questions, nous semble-t-il, pour être sûr que c'est bien de ça dont vous avez besoin et pas d'autre chose, pour qu'il n'y ait pas de tromperie non plus sur la marchandise et que vous n'en ressortiez pas avec une déception importante ou que ça conduise à un désengagement rapide en considérant que finalement, ce n'est pas votre besoin. Voilà. Donc là, il y a un enjeu quand même important de questionnement et de questionnement qui doit s'opérer en binôme, pour le coup, nous semble-t-il, pour s'assurer que c'est bien le bon choix que vous faites. Déjà entre vous, si vous en êtes convaincu, vous aurez répondu à la question. Du point de vue des pièces administratives... Alors, peut-être avant de oui, passer aux pardon. pièces administratives, Ouais. j'essaie de rassembler là toutes les questions, les réponses. Alors, la première réponse, c'est oui. Les financeurs ont été destinataires de l'appel à candidature. D'ailleurs, dans le webinaire, il y a des communes, des DRAGES, des DRETS, des CAF, des DRAC. Ils sont là dans le... Donc, voilà. Donc, c'est à part égale, c'est-à-dire qu'un financeur peut candidater en allant chercher une association, et l'inverse est vrai. Donc, voilà. La répartition doit-elle se faire? La mise à disposition d'un salarié des pouvoirs publics, non, le FONGEP prend en charge les équipes de chercheurs, les associations, mais pas les pouvoirs publics. Voilà. Excuse-moi Yann Gaël et Pascal, excusez-moi, allez-y, c'est parce que je pense que toutes les réponses qui méritent au fur et à mesure qu'on apporte. Ouais. Alors après, j'ai une question qui m'a un peu fâchée, donc je ne voulais pas répondre, mais là je réponds. Bien évidemment qu'une personne active ou un prestataire qui serait recruté ou pris en charge par l'association pour mettre à disposition de l'expérimentation, c'est non. C'est non. C'est un salarié de l'association qui est mis à disposition sur l'expérimentation. C'est dans ce cadre-là. J'ai répondu en plaisantant à moitié, si c'est un bénévole, dans ce cas-là, il fait le travail bénévolement. Mais ceci étant, on est bien sur un travail entre les pouvoirs publics, un salarié d'une association, un salarié qui est impliqué dans l'action sur laquelle il y aura évaluation. Donc voilà. Et ce n'est pas un prestataire. Je pense que... Et la liste des personnes qui participent à ce webinaire, non, mais je pense que quand vous allez pouvoir le voir en replay, vous verrez dans la bande les noms des personnes. Donc, je pense qu'au vu du nombre d'inscrits, vous étiez 200 sur un webinaire qui pouvait prendre que 100 personnes. On s'est rendu compte malheureusement sur place
qu'on ne s'est pas connecté avec le bon compte qui était à 300. En fait, on s'est connecté avec un lien sur un autre compte qui était à 100. Donc, ça veut dire que vous avez 100 collègues qui sont à la porte. Donc, c'est pour ça que vous avez des entrées-sorties, puisque dès que quelqu'un sort, quelqu'un peut le remplacer. Et donc, le webinaire sera mis à disposition lundi pour que les 100 personnes qui n'ont pas pu y participer puissent bénéficier de cette présentation. Merci Pascal et Yann-Gaël, vous pouvez continuer. Allez, je reprends du coup sur le récapitulatif des pièces à fournir. On attendra un courrier de chacun des représentants légaux du binôme ou du trinôme pour valider la candidature. Ça nous semble être un préalable important. Là aussi, on n'est pas arrêté sur le format. L'idée, c'est effectivement qu'on ait bien la confirmation et la validation de l'engagement de l'association et, pour le coup, du représentant des pouvoirs publics, quel qu'il soit, de sa capacité à s'engager et de sa volonté de s'engager sur l'expérimentation. Et puis ensuite, le projet détaillé, tel qu'il vous a été présenté précédemment et qui intègre du coup l'ensemble des rubriques mentionnées pour lesquelles on attendra effectivement des éléments. Voilà. Vous n'êtes pas limité sur le format. Le format est libre. On vous fait toute confiance pour nous proposer des projets qui explicitent pour le coup, votre intention, votre volonté de vous inscrire dans cette expérimentation. Petit rappel sur le processus de l'appel à candidature, ça permet, puisqu'on arrive là en fin de webinaire, de redérouler un peu l'ensemble. Donc, un appel à candidature qui s'organise de manière concomitante avec l'appel à manifestation d'intérêt à destination des équipes de recherche. C'est le même calendrier et c'est globalement le même processus. Donc, on est en phase là, de diffusion. On a un second webinaire et sur lequel on va revenir le 9 février pour répondre à d'éventuelles questions qui pourraient rester en suspens et vous permettre de finaliser vos candidatures avec une clôture de l'appel à candidature qui aura lieu le 29 février. Et on n'ira pas au-delà de cette date, hein, c'est date butoir pour le coup, puisqu'on passera ensuite en phase d'instruction et de sélection des candidatures. Et donc avec un timing qui nous amènera jusqu'au 11 mars pour la sélection des candidatures. Donc n'appelez pas à partir du 11 parce qu'on ne vous donnera pas de réponse. Laissez-nous et laissez au FONGEP le temps de faire le nécessaire et il y aura une notification qui s'opérera à partir de la fin de la semaine du 11 mars, à partir du 14 certainement, et puis semaine suivante, de manière à indiquer aux candidats retenus qu'ils le sont et puis aux autres qu'ils ne le sont pas, bien entendu. Et puis ensuite, pour ceux qui auront la chance de participer à cette aventure de 2 ans, on aura donc ce séminaire de rencontre avec les chercheurs et les binômes qui s'organisera le 28 et 29 mars. Alors, vous avez vu qu'on fonctionne par demi-journée, donc notez bien les dates. 28 après-midi pour les binômes dits locaux. C'est pas péjoratif du tout. Hein, et puis 29 matin pour les binômes qui sont sur les autres échelles, les autres échelons territoriaux, départemental, régional, national, de manière à ce que voilà, on puisse du coup organiser cet appariement entre les équipes de recherche et puis les binômes et qu'on permette du coup, qu'on vous permette collectivement, c'est-à-dire aux équipes de recherche et aux binômes qui seront partie prenante, de pouvoir éventuellement ajuster les projets de recherche dans les 15 jours qui vont suivre ce séminaire, de manière à ce qu'on puisse valider définitivement dans le cadre du comité stratégique les projets de recherche pour qu'ils puissent être lancés dès le début du mois de mai. Voilà, ça c'est le calendrier du coup de l'appel à candidature, exactement le même que celui de l'appel à manifestation d'intérêt, et donc on fera le tout simultanément. Et donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'à partir de la notification, on vous enverra en même temps que la notification, ou du moins dans un délai relativement court, puisque le timing est assez serré, des fiches de présentation des équipes de recherche et des projets de recherche qu'elles ont déposés et qui seront retenus.
de manière à ce que vous ayez un peu de temps aussi pour préparer ce séminaire, puisqu'on attend, vous l'avez compris, que vous soyez aussi un peu actif et que du coup, vous arriviez avec un peu d'envie et d'intérêt pour une ou deux équipes de recherche qui vous paraîtraient les mieux correspondre potentiellement aux objets d'évaluation que vous aurez proposés. Et Question peut-être juste les Oui, séminaires. Alors, les séminaires en distanciel, ceux du 28 et 29, c'est présentiel obligatoire. Donc, si vous oui, postulez et que vous espérez être retenu, les 28 et 29, aucune absence ne peut être puisque c'est l'instant fondateur de la rencontre entre les équipes et les chercheurs. Donc, le distanciel est à bannir les 28 et 29. Après, pour le déroulement des séminaires, j'allais dire chemin faisant, Pascal, Yann Gaël, on verra absolument. ensemble avec vous oui. ce qui est judicieux, réaliste, nécessaire. Donc, je pense qu'après, il n'y a pas de. Voilà. Idéalement, j'allais vous dire, on se retrouve à chaque fois en présentiel, mais ça, c'est dans l'idéal. Mais après, on co-construira. Parce que là, on parle d'une expérimentation co-construite. On co-construira ensemble l'accompagnement, l'évaluation, les allers-retours. Donc, vous inquiétez pas, on en discutera ensemble pour ceux qui seront retenus. 28 et 29 mars, ce sera à Paris. Nouria, peut-être une question, mais je Et suis. les déplacements, excusez-moi, les déplacements des 28 et 29 à Paris seront pris en charge par le FONGEP. Les déplacements et peut-être la nuitée entre le 28 et 29, c'est le FONGEP. Nouria, Et je non, pas suis. sur, pardon, excuse-moi, parce que je Ah, réponds à Madame Renaud Turutine. Bonjour Cécile. Donc, les coûts de déplacement et logement ne seront pas à prendre sur les 5 000 euros. Ce sera une enveloppe à côté que le FONGEP mobilisera. Et y compris pour les dom-toms. voilà, c'était ma question. Je suis territoire ultramarin, enfin binôme ultramarin Ah bah oui. retenu. Je dois obligatoirement être présent le 28 ou le 29. Ah oui. Ah oui, Ah oui. Et c'est pris en charge par le FONGEP, y compris pour les dom-toms. Donc, il n'y a pas de. Et avec son financeur, bien évidemment. Ah Bien ben sûr. ça veut dire que le financeur qui est présent là, qui va chercher son association, il dit à son association que on postule ensemble et les 28 et 29, on est à Paris ensemble et vice-versa. Donc ça fait partie des conditions. Voilà. Donc si vous êtes réellement motivé, organisez-vous pour être parisien les 28 et 29 mars. Et votre financeur également et vice-versa. mm. Et vous verrez, on est hyper sympa. Dit-on, dit-on. Bon, voilà. Non, mais c'était important de préciser ça pour le coup. On vous Non, a. non, non, non. Les têtes de réseau peuvent-elles être éligibles pour une action réseau à destination des membres? Mais Non, non. non. Une tête de réseau nationale peut candidater pour être accompagnée avec son financeur national, donc un ministère, la CNAF. Mais non, on est vraiment sur le porteur de l'action en lien avec son financeur. Oui. Et les séminaires dans les dom-toms, mais là, là, vous exagérez un peu, là, quand même. Hein. On ne peut pas embarquer 40 personnes dans les dom-toms, sinon on prend un vol, on affrète un vol, et là, l'action s'arrête en vol. Le déroulé, du coup, un peu global. Donc, vous avez un calendrier prévisionnel pour 2024-2025 et sur la page suivante pour 2026, puisqu'on va aller jusqu'à fin 2026. L'idée étant de vous donner à voir un peu l'articulation du tout, même si elle est à ce stade encore un peu théorique. Ce qui est important, c'est de considérer qu'on va essayer de rythmer ce projet avec des séminaires à échéance régulière qui vont réunir les chercheurs et des binômes d'expérimentation. Alors, Ça, je c'est peux en répondre premier. pardon, je réponds à la coopérative des savoirs. Oui, les arguments qui permettraient d'inciter un financeur à participer, c'est exactement les mêmes arguments pour inciter une association à participer avec son financeur. Je pense que c'est l'intérêt partagé ensemble parce que vous avez déjà évoqué l'évaluation, vous avez déjà échangé, et donc c'est vraiment un échange entre vous sur la pertinence de pouvoir. C'est mon financeur me pose des questions et j'arrive pas à bien répondre à l'évaluation et vice-versa. Donc je pense que c'est vraiment une discussion
entre vous et le financeur et entre le financeur et l'association. Je pense que candidateront ceux qui l'ont déjà évoqué, ceux qui ont déjà eu cet échange-là. Je rappelle qu'on est des associations pour l'essentiel jeunesse et éducation populaire, et il n'y a rien de plus compliqué que d'évaluer ce que font les associations de jeunesse et éducation populaire. Et Et donc, peut-être, oui, pardon. et donc, ça veut dire que votre financeur ou l'association, les deux, vous savez d'entrée de jeu que quand vous parlez tous les deux, quand vous parlez d'évaluation, vous n'êtes pas sûr de parler de la même chose à chaque fois. Donc, c'est la particularité du FONJEP et des associations de jeunesse et d'éducation populaire. C'est comment on fait en sorte que quand on va co-construire ensemble une évaluation, quand on va discuter de ce qu'on attend l'un de l'autre de l'évaluation, c'est ce processus-là que vous allez bâtir. Et donc, c'est cet argument-là que vous allez avoir avec votre financeur en disant aujourd'hui, voilà, on n'est pas satisfait ni l'un ni l'autre et on voudrait regarder comment ensemble on s'entend sur une évaluation qui nous va bien à tous les deux et sur laquelle on peut communiquer parce qu'on va aller chercher ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas lisible, ce qui n'est pas le plus simple, ce qui est justement ce qui relève de ce qui n'est pas mesurable. Donc, vous imaginez l'immense chantier qui s'ouvre à vous. Donc voilà, donc je pense que c'est sur cette sphère-là que vous allez pouvoir échanger avec votre financeur et le financeur avec l'association. Et désolé Yann Gaël et Pascal, parce que je coupe la parole à Oui, chaque non, fois et c'est non, non, c'est pas grave. J'allais juste rajouter, pardon Yann Gaël et pardon Nouria, messieurs, dames, à cette question de comment convaincre l'autre de s'embarquer ensemble. En fait, comme le disait très bien Nouria, vous l'avez déjà évoqué, informellement souvent, implicitement souvent. Donc, remettez ça sur papier et peut-être inspirez-vous aussi des travaux qu'avait évoqué le président du FONJEP, Patrick Chenu, où beaucoup d'éléments qui ont été révélés par les chercheurs vont correspondre à vos réalités également. Peut-être que cela peut vous aider également à formaliser ce besoin qui est le vôtre que de vous inscrire dans cette démarche. Voilà, Yael. Bon, je reprends du coup sur le calendrier, l'idée n'étant pas de prendre date à ce stade, mais de vous donner à voir un peu l'articulation d'ensemble. Donc, on construit ça, le chemin de fer se construit sur la base effectivement du rythme des expérimentations et donc des séminaires qui vont jalonner ces expérimentations. Et avec une comitologie ad hoc, un comité stratégique qui vraiment est présent à toutes les étapes majeures pour valider les orientations, la sélection des candidats, et puis ensuite des projets finalisés de recherche, etc. Donc, il a cette fonction-là. Un comité d'expérimentation qui, comme son nom l'indique, va plutôt piloter la mise en œuvre des expérimentations, s'assurer que ça se passe conformément à ce qu'on engage et à ce qu'on aura convenu, ce que le FONJAP aura convenu avec chacun des acteurs embarqués, que ce soit les équipes de recherche via contractualisation ou les binômes d'expérimentation via contractualisation également, pour le coup. Et puis, on essaye de glisser ou du moins d'articuler avec ce rythme des éléments qui permettent d'une part de donner à voir chemin faisant à la communauté FONJEP, je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est bien dit, mais à la fois aux partenaires, mais aussi à l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ce qui se passe, où on en est, comment ça avance. Et donc ça fera l'objet d'une com assez régulière, dont on n'a pas défini à ce stade précisément le format, mais on va y travailler. L'idée étant de partager au fur et à mesure et puis d'informer et de donner envie aussi, parce que ça sera important. Et puis, on va organiser, puisqu'on a beaucoup insisté sur le registre de la capitalisation au fil de l'eau, une capitalisation au fil de l'eau qui va s'appuyer bien sûr sur ce que font les équipes de recherche et ces premiers matériaux en quelque sorte. Et puis, on va nous aussi s'alimenter sur la base d'autres ressources qu'on a à disposition, Pascal et moi, de manière à être en capacité de produire aussi et vulgariser en quelque sorte auprès des associations des éléments de littérature scientifique qui sont utiles à la compréhension de ce qui se joue et de ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis de vous proposer ensuite, chemin faisant, des éléments constitutifs de ce que pourrait être un kit à terme
avec des ressources, de l'outillage à tester, à ajuster chemin faisant, mais qui permettent effectivement de ne pas se contenter de s'adresser uniquement aux 10 binômes qui vont expérimenter, mais de pouvoir adresser plus largement l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et donc, ça se poursuivra sur l'année 2026 avec une fin d'expérimentation, pour le coup, aux alentours de mai, certainement, mai-juin, et avec une livraison finale, pour le coup, attendue côté équipe de recherche, fixée au 30 septembre, ce qui nous permettra, à l'issue, de pouvoir consolider le tout et de proposer au FONJEP un rapport final courant novembre, avant un séminaire final qui se tiendra toute fin d'année 2026. Vous voyez que quand on regarde tout ce qu'il va y avoir à faire, ça peut paraître extrêmement long et dans le même temps, ça va passer assez vite et ça nécessite effectivement qu'on rythme bien les choses, qu'on les cadence, qu'on les articule bien de manière à ce qu'on puisse produire tout ce qu'il va y avoir à produire au fur et à mesure, tel que le FONJEP s'y est engagé en lançant et en initiant cette démarche. Et puis du coup, dernier élément, c'est les suites. Qu'est-ce qu'on fait la fois prochaine? Donc il y a un second webinaire, comme on vous l'annonçait, programmé le 9 février prochain à la même heure, donc à 14 heures. Principe, ça sera une inscription préalable et on ouvrira en format webinaire cette fois-ci uniquement sur inscription préalable, c'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas, toutes ceux et toutes celles qui ne seraient pas inscrits ne pourraient participer et puis il n'y aura pas pour le coup de rediff, sauf pour ceux qui ne pourraient pas participer mais qui sont inscrits. Donc, on fera ça de manière un peu limitée. Ce qu'on vous propose également, c'est un recensement préalable des questions en amont du webinaire, dans la mesure où c'est possible. Donc, vous avez une adresse mail, contact@fonjep.org, et puis on vous propose un objet pour identifier dans le flow des mails que reçoit le FONJEP, celle qui concerne effectivement cet appel à candidature, de manière à ce qu'on puisse préparer au mieux du coup le webinaire et vous apporter un maximum de réponses dans un temps imparti raisonnable plutôt que d'ouvrir un temps de questions-réponses où ça risque de partir un peu dans tous les sens. On a besoin que ce soit un propos un peu structuré. Et puis, pour rappel, on ne traitera que des questions de compréhension, si tant est qu'il y en ait encore, relatifs à l'appel à candidature, et puis les attendus, la recherche d'action ou sur le registre du montage du dossier. Des questions concernant véritablement, et je pense que vous l'avez compris, l'objet de l'évaluation, savoir si c'est le bon, si c'est le mauvais, etc., ça vous appartient. C'est pas à nous d'en juger a priori, puisque ça sera potentiellement un critère de sélection. Donc, à vous de nous convaincre. Je serais tenté de dire que l'objet de l'évaluation que vous allez nous proposer, il est pertinent, c'est intéressant que ça fasse l'objet d'une expérimentation pour telle et telle raison, et que ça sera extrêmement utile à l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire que de conduire cette expérimentation-là sur ce sujet-là, pour telle et telle raison. Ça vous incombe. C'est à vous aussi de nous convaincre sur ce registre, et c'est là la limite du coup des questions auxquelles on répondra. Et nous avons Alors, avant de vous terminé. saluer, je vais juste répondre à une dernière question. Oui, bien évidemment, si vous accompagnez des personnes âgées, on est sur la jeunesse et l'éducation populaire. On n'est pas que sur des postes GEP, jeunesse. Donc, si votre action est à destination de public adulte, c'est éligible. Et sur cette dernière question, alors peut-être que la semaine prochaine, je vais trouver un moyen de recenser et pour les adresses des webinaires, éviter mes textos et mes mails réactifs en quart de seconde. Donc, je vais trouver un lien pour que vous puissiez sereinement vous inscrire et recevoir le lien automatisé. Et peut-être que je vais créer également un Frama pour recenser vos questions, pour qu'on puisse, en amont du 9 février, vous apporter des réponses globales pour les questions qui seraient un peu redondantes. À partir de lundi, ce webinaire sera diffusable pour le plus grand nombre. D'ici là, je souhaite à chacun un excellent week-end et merci pour votre mobilisation. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci à Merci à tous vous. Bon et à week-end. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci pour tout. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Imre. À bientôt, Pascal.